Eh bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. On a tous déjà vu un petit film d'horreur où il y a un petit qui va dessiner sur sa feuille un dessin glauque avec un fantôme ou un monstre. Le père va alors prendre le dessin et se dire qu'est-ce qu'il est con mon gosse. Et pourtant il avait raison. Le monstre qu'il avait dessiné apparaît, et là c'est le début des emmerdes. Mais pourtant aujourd'hui on va parler de ce sujet-là, mais dans la réalité, qu'est-ce que les fous en hôpital psychiatrique dessinent? C'est de l'art ou c'est... on sait pas, c'est ce qu'on va voir justement. C'est quoi les dessins perturbants issus des malades mentales? Cette vidéo est déconseillée aux personnes jeunes et sensibles. Il est possible que je fasse des erreurs dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une n'a pas le brève droit de faire histoire d'erreurs. qui est complètement vraie. Ok. En 1948, Ça le commence photographe direct. polonais David Seymour, surnommé Chim, est commissionné par l'UNICEF de se rendre dans de multiples pays européens pour photographier et documenter la difficile et controversée situation des enfants orphelins. Dans cet orphelinat, à Varsovie, il se décide de faire une petite expérience. Il donne une craie à chaque enfant et leur demande de dessiner sur le tableau noir ce qu'ils voient dans le mot « maison ». Si la plupart des enfants ont Moi, je dessiné vois une une, maison classique Je vois une maison, voilà, je suis avec peut-être de la normal chaleur et comme des garçon. parents aimants, une jeune fille sortira du lot. Une certaine Teresa Adventowska, qui avait vécu un enfer. Déjà, en 1944, son père activiste fut battu par la Gestapo au point de perdre l'intégralité de ses dents, le tout devant Teresa. Teresa atterrit dans un orphelinat. Quand soudain un photographe excentrique lui demande de dessiner le mot « maison », elle se saisit de sa craie et dessine ceci. Ah, déjà, on dirait qu'elle a... Oh, j'ai des frissons. On dirait qu'elle a tourné sa tête, tu sais, comme dans l'exorciste à 360 degrés. Ce finding, j'avais envie de le réaliser depuis extrêmement longtemps. Je vais pas dormir cette Vraiment, nuit, je vous le dis. depuis même début 2020 en réalité. Ça fait donc depuis extrêmement longtemps que j'accumule des infos, lis sur le sujet, et c'est il y a un mois que je me suis décidé réellement de tout plaquer pour enfin traiter ce sujet qui me fascine. Aussi bien car la perception est un thème que j'apprécie fortement dans l'art. Le dessin est un moyen d'exprimer toutes ses émotions, donc qu'est-ce qui exprime... C'est dur à dire ça. Qu'est-ce qui exprime ces personnes-là? Du coup, la schizophrénie et troubles délirants. La schizophrénie, Pour je cette crois que première c'est partie ceux de qui la se parlent à vidéo, eux-mêmes. on va se pencher sur Comme des moi, un peu là. artistes Du coup, atteints de schizophrène. schizophrénie ou tout autre trouble délirant analogue. Mais en général, quand on souffre de la schizophrénie, on en souffre toute sa vie, bien que la majorité du temps, les choses s'améliorent à force de Vraiment diagnostics force, hein. et de médications répétées. La schizophrénie, c'est une maladie mentale particulière. Elle impacte énormément et souvent de manière visible le quotidien, particulièrement quand les phases de psychose commencent. Cassons aussi une toute petite idée reçue. Non, les personnes schizophrènes n'ont pas plusieurs personnalités. Ils peuvent en effet entendre des voix, c'est excusez-moi, d'ailleurs un j'ai rien symptôme dit. qui revient assez régulièrement, mais ce sont des voix qui généralement sont reconnues comme extérieures et ils ne parlent pas au nom de ces voix. Il y avait un Maladie de- mec qui entendait plein de voix dans sa tête et c'était une représentation en fait des schizophrènes. Et c'était hyper désagréable. Et vraiment, c'est là que de tu te dis, manière mais... visible. Et c'est particulièrement ça dans doit les être cas super chaud. extrêmes que je vais plonger, soit des gens explorant cette part de leur psyché sur la toile, soit des gens dans des phases extrêmes de psychose, peignant ou dessinant, avec le trait influencé par la maladie. Elle est pesante l'ambiance, hein. August Natterer, aussi appelé Netter, est un artiste Ça calme, allemand hein, on né se croit en au cinéma. 1868. Il a commencé sa vie en tant qu'électricien et la gagnait franchement extrêmement bien, jusqu'à ce qu'il commence à avoir de très grandes attaques d'anxiété et des bouffées délirantes qui l'amèneront en 1907 à son internement en hôpital psychiatrique. Il restera Non par mais attendez, volonté j'ai une toute question. sa Est-ce vie qu'on dans peut être normal et genre devenir schizophrène du jour au lendemain, genre? toute Je son n'y pense occupation de peintre et le restant de ses jours. Voilà concrètement ce qu'il a vu. Il a d'abord commencé à avoir une tache blanche dans les nuages qui était proche. À ce moment-là, tous les nuages autour de cette tache blanche se sont arrêtés, puis la tache blanche se aussi. déplaça et resta Mais pendant j'avais juste l'intégralité du une temps tache comme sur une mes sorte lunettes. Je les ai lavées, c'était fini. et resta pendant l'intégralité du temps comme une sorte de planche dans le ciel. Cette planche ensuite est devenue une sorte d'écran ou même une scène de théâtre selon ses mots. À l'époque, les écrans n'existaient pas. Et à ce moment, des images flashèrent à la suite, à peu près 10 000 en une demi-heure selon ses dires. Il explique que Dieu lui est apparu et il le décrit comme une sorcière qui a créé le monde. Je n'invente rien. Il a vu des images de guerre, des continents, des mémoriaux, des châteaux, des images qui, à ses yeux, faisaient 20 mètres de hauteur. Le cerveau, il Images qui invente étaient des trucs de claires, fou, hein. mais presque sans couleur, comme les photos de l'époque. Les écrans, tout ça, ça n'existait pas. Il a prédit le futur. Donc Dieu lui a révélé ces images pour accomplir cette salvation. Évidemment, tout ça n'est qu'hallucination, mais pendant toute sa vie, il aura été persuadé que Dieu lui avait bel et bien fait flasher des tonnes d'images pour lui expliquer quelque chose. Et le restant de son occupation de peintre sera une série de dessins reproduisant les hallucinations qu'il a vécues
pour essayer de les présenter au monde. Un exemple très connu, c'est ce visage d'une sorcière dessiné dans un champ, entouré de villes aux perspectives complètement incohérentes. Le dessin est objectif, plutôt simple, mais avec une sorte de petit sentiment de malaise à l'intérieur. Mais il est très probable qu'elle s'exprime encore sur un blog. On ne l'a juste pas encore trouvé. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre cas qui, lui, par contre, est un peu plus connu que les 3 précédents. L'histoire de Richard Dad est aussi intéressante que son travail. Et dès son plus jeune âge, son talent pour le dessin est évident. Il est accepté à l'âge de 20 ans à la Royal Academy of Arts de Londres et il commence sa carrière de peintre automatiquement en 1840. En juillet 1842, un certain Sir Thomas Phillips, le maire de la ville de Newport au Pays de Galles, l'invite à venir avec lui dans une expédition dont la destination finale, après plusieurs stops dans différents pays, était l'Égypte. Richard Dad acceptera et franchement, l'expédition se passera plutôt bien, malgré juste un passage un peu compliqué en Syrie. Une fois sur le Nil, direction l'Égypte, par contre, quelque chose change. C'est en décembre 1842, alors qu'il naviguait, que son comportement a changé d'un coup sans la moindre raison. Il a commencé à délirer. Il se dit être sous l'influence du dieu égyptien Osiris. Il commence à devenir violent envers les autres membres de l'équipage. En 1843, à son retour, il est diagnostiqué fou et rejoindra sa famille dans un village rural, plutôt que d'aller en hôpital psychiatrique. C'était une grave erreur. Parce qu'il va encore plus péter un câble une fois arrivé là-bas. Les délires ne vont pas s'arrêter. Je vous jure que cet été, normalement, j'avais prévu d'aller en Égypte. Je crois que je vais rester là, les gars. Osiris, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai rien à voir avec ça. La maladie n'a pas été traitée. En août de cette année, il commence à avoir un délire particulièrement fort, où il se met à être certain que son père est le diable. Il va alors le poignarder, le tuant sur le coup. Il va ensuite partir pour éviter la police qui découvrira le corps seulement le lendemain. À ce moment-là, Richard Dad ne veut qu'une seule chose, se rendre à Paris. Il part directement et va au sud de l'Angleterre, prend un bateau direction Calais, mais sur la route de Paris, il finira par tenter une nouvelle fois d'assassiner, cette fois-ci un voyageur, en essayant de lui trancher la gorge avec une lame de rasoir. Il sera arrêté sur le champ avant de réussir son acte et se retrouvera enfermé dans l'asile Clermont de Fontainebleau quand une fouille de sa personne révélera une liste qu'il avait écrite lui-même sur laquelle il y avait toutes les personnes qu'il devait tuer en urgence. Au sommet de la liste, il y avait son père. Attendez, mais le Death Note, ça vient de lui. Le concept vient de lui. Il n'a jamais arrêté de peindre. Il peignait encore et encore, faisant des peintures de plus en plus infectées. Alors lui, ce qu'il doit peindre, par un besoin maniaque d'avoir le maximum de détails et un maximum de chaos. Mais surtout, un truc qui va revenir de plus en plus, c'est beau, hein. C'est l'imagerie folklorique. Mais pour beaucoup, et ce sera également le cas pour nous, la meilleure manière de voir en quoi sa maladie a influé sur son art, ça reste un tableau qui est considéré pour beaucoup comme son chef-d'œuvre, The Fairy Feller's Master Stroke. The Fairy Feller's Master Stroke, ou en français le coup de maître du magicien bûcheron, a mis 9 ans à être peint. Et Richard Dad ne l'a jamais considéré comme terminé. Un moyen de représenter ce qu'il vivait et ce qu'il ressentait à cette période de sa vie. D'abord, rien dans ce tableau n'est laissé au hasard. Il est le peintre lui-même. Il est minuscule et impuissant. Si on observe attentivement, plus on voit de détails, plus un malaise général se forme. Les visages sont déformés et se fondent dans la masse de détails. Des yeux se cachent ici, donnant l'impression d'être observés. C'est fou quand même parce que ce visage minuscule. Tu le regardes comme ça de loin, tu te dis bah ça va tranquille. Et tu regardes de près là, tu te dis mais t'es pas net, Baptiste. Le caché dans l'arrière-plan, même arrière-plan qui se fond avec le reste. Les visages cauchemardesques, cet homme qui a l'air d'agresser cette femme. Bref, vous finissez par comprendre, il y a une surcharge qui au bout d'un moment met mal et une sorte de déformation générale de la comme ça, dès que tu la vois en ensemble, tu vois, tu te dis tranquille. Laissez-moi vous parler d'un cas qui est un des plus célèbres de cette vidéo, mais qui est particulier. Le cas de l'artiste Louis Wain est parsemé de désinformation. Louis Wain est né en 1860 à Londres. Il commence à travailler en tant que prof dans la même école d'art dans laquelle il a étudié avant de devenir un artiste en freelance à l'âge de 21 ans. À 23 ans néanmoins, il se marie contre l'opinion générale avec la tuteure de sa sœur qui avait 10 ans. Il avait pas 23 ans, là. Dire un prof de physique. De plus que lui, chose qui était extrêmement mal vue à l'époque. Néanmoins, cette relation se passe pas très bien, parce qu'au bout de quelques temps, celle-ci est diagnostiquée d'un cancer du sein dont elle mourra 3 ans après. Au cours de sa maladie, elle dira à Louis Wain que la présence d'un chat autour d'elle la confortait. À partir de cette simple phrase, il se met à faire des dessins de chats. Et à ce moment-là, c'est un carton monumental. Les gens vont adorer ces petits chats réalisés dans des positions et des situations drôles. Le tout est enfermé dans un sentiment puissant de joie qui parsème toute sa carrière. Je pense que ça va rapidement
se dégrader. On se rend compte très tôt que parfois, certaines illustrations de Louis Wayne dépeignent des scènes un peu moins joyeuses, avec un certain ton agressif, introspectif ou étrange. On peut attribuer ça au fait qu'il était ultra prolifique. Il faisait plus de 600 dessins par an et il a illustré plus de 200 livres, ce qui est monumental. Il était extrêmement populaire, il gagnait vraiment bien sa vie, jusqu'à 1914, où la guerre éclate. L'éclatement de la Première Guerre mondiale, ça va amener une crise globale du papier, mêlée à un manque d'engouement général pour des petits chats mignons dans des périodes un peu plus graves. Et ce comportement destructeur l'amène à être admis au Springfield Mental Hospital en 1924. Et là, je vais commencer à prendre des pincettes vénères. Aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à savoir quelle maladie mentale Louis Wayne avait à l'époque. S'il était schizophrène, en dépression sévère, L'ambiance et on ne sait pas si de tout la ça a été vidéo, mêlé, oui ou non, avec une présence sur le spectre de l'autisme. Mais alors pourquoi il y a autant de suspicions ? Eh bien pour une seule raison, une série de tableaux restés pendant longtemps non datés, des tableaux assez perturbants, qui ont été apparemment organisés par un psychiatre à l'époque et dont l'ordre est au centre de tonnes de controverses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous été réalisés à son hôpital psychiatrique. En fait, Louis Wayne a énormément peint et il a dessiné des tonnes de chats comme il le faisait d'habitude quand il était dans son hôpital psychiatrique. Mais au cours du temps, les chats ont commencé à avoir des visages moins joyeux et plus anxieux. Les formes autour d'eux ont commencé à être ornées de formes kaléidoscopiques et psychédéliques jusqu'à ce que le chat se fonde légèrement à l'intérieur de ces formes pour enfin les devenir des formes agencées parfaitement et calmement dont la seule chose rappelant les chats serait les yeux, toujours au centre de l'image. Putain. Et enfin, plus les tableaux continuent, moins le chat est visible, jusqu'à disparaître entièrement à l'intérieur d'accumulations Non, mais en de vrai, géométrie précises. Ces mecs-là sont chelous, hein. Mais ils ont trop d'inspi. C'est des génies incompris. Obsessionnelles et fractales. Mais bon, là, c'est parti un peu en couille, j'avoue. Là, ça, tu peux faire une crise d'épilepsie juste Alors en c'est vrai que regardant le présenté dessin. comme ça, C'est le tout. psychiatre avait ordonné d'ailleurs les tableaux dans cet ordre pour en faire une sorte de démonstration de ce qu'il appelait la destruction mentale. L'idée serait de montrer qu'au fur et à mesure que la maladie progressait, les formes devenaient de plus en plus abstraites, montrant que Louis Wayne perdait complètement pied avec la réalité. Laissez-moi vous parler d'un des cas les plus perturbants de cette vidéo. On aime quand c'est perturbant. Alors là, on va passer beaucoup de temps à parler de Brian Charnley. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va plonger vraiment dans des sujets très sombres. Le cas de Brian Charnley est un des plus dérangeants de cette vidéo. Et elle va vraiment mettre en place ce que la schizophrénie non traitée peut faire à un cerveau d'une personne en proie déjà à de nombreux démons. Plaçons la scène. Brian John Charnley est né le 20 septembre 1949. Brian Charnley est Je sens que ça va être schizophrène. intéressant. Pendant 6 ans, il va être traité aux électrochocs, passant sa vie soit chez sa mère ou en hospitalisation. C'est une période très sombre pour Brian Charnley. En 1978, il se penche sur le mouvement à l'époque peu populaire aux yeux des critiques du photoréalisme et se met à peindre diverses fleurs dans des tableaux qui auront peu de succès. Il prend une décision en 1991, une décision extrêmement dangereuse. Il se décide de réaliser une série d'autoportraits au fur et à mesure qu'il réduit sa médication jusqu'à tout bonnement l'arrêter. Une journaliste du nom de Marjorie Wallace Une journée l'encouragea. sans tabac, c'est une journée sans médicaments. Nous avons donc aujourd'hui Je pense à qu'on va le notre ressentir au disposition niveau de ces dessins, du un coup. peu plus d'une dizaine de tableaux considérés comme des autoportraits, presque chacun associé à un court texte du journal intime de Brian Charnley, semblant décrire l'état mental dans lequel il était durant la période où il dessinait ça. Laissez-moi vous faire plonger à l'intérieur de l'univers terrifiant de Brian Charnley durant les années les plus difficiles de sa vie. Le premier portrait est le plus normal de tous. On voit Brian Charnley avec une expression vaguement confuse dans un tableau très objectif et simple. Le deuxième tableau est d'ores et déjà particulièrement étrange. Le visage est cette fois-ci, bien que toujours reconnaissable, visiblement terrifié. J'avais réduit à une tablette de dépixels et je commence à sentir les effets du manque. À partir du troisième tableau, on va comprendre Ça rend l'impact accro, les vénère qu'aura médicaments, la du coup. diminution de sa médication. J'avoue quand... Et ça va être crescendo à partir de ce moment-là. C'est d'ailleurs un bon moment pour vous rappeler que chacun de ces tableaux, même si on n'y voit pas de visage, est toujours et encore décrit par Brian Charnley comme des portraits. Ça me paraît important de le dire. Il écrit dans son journal. Ça va plus J'avais trop ressembler à des originalement eu portraits. l'idée d'une série d'autoportraits Ouais, de la puis, série de portraits de chats de Louis Wayne qui changeait étrangement alors qu'il semblait de plus en plus psychotique. Mais je me suis rendu compte que j'étais incapable de me concentrer, donc la peinture ressemble à la grossièreté des mauvais graffitis. En ce sens, j'étais un homme aveugle, d'où les croix sur les yeux. Ils me faisaient aussi savoir verbalement ce qu'ils avaient pris de mes pensées.
En ce sens, j'étais comme un homme muet, d'où la croix sur ma bouche. On peut observer que plus on descend de haut en bas du tableau, plus les graffitis et les illustrations sont simples. Comme s'il se rendait compte que la maladie l'empêchait de bien fonctionner et qu'au fur et à mesure, il l'abandonnait dans les détails, à cause peut-être du bruit que ça créait en fait mentalement. Le 4e tableau a été décrit par Brian Charnley comme une représentation d'une désintégration mentale totale. Les demi-cercles tout autour du visage sont censés représenter des cornes. Les cornes de ces hallucinations qui se manifestent en sourire. Si parfois vous avez l'impression que mes descriptions, quand je parle de ce que disait Brian Charnley, n'ont pas vraiment de sens, c'est normal, la manière qu'il avait de décrire les choses était vraiment très décousue. Un signe de sa santé mentale qui se dégrade. Je tenais juste à porter une attention aux taches au centre du cerveau, qui sont floutées pour une raison simple. Elles ont été faites avec le sang du peintre qui s'est coupé le pouce et a saigné sur sa toile. Le 5e portrait ressemble à ça. Toutes les parties du visage sont lointaines et détachées les unes des autres, montrant un sentiment général. Quand je parlais d'un mois sans tabac, j'ai l'impression que c'est le cas, parce que la personnalité de la personne en général est complètement brisée et éparpillée en 1000 morceaux. Il explique dans son journal que des voix qu'il entendait lui disaient de ne pas fumer alors qu'il était un fumeur très régulier et plutôt dépendant, ce qui le rendait de plus en plus paranoïaque et qui crée une sorte de cercle vicieux, l'amenant à une sorte de gigantesque état de détresse. Il dit une chose qui annonce l'enfer à venir. Les choses deviennent vraiment incontrôlables. Le 6e tableau contient encore plus de symboles dans tous les sens, avec de moins en moins de cohérence. Par exemple, il décrit ça comme un homme avec un chapeau l'observant et gardant tout sous son chapeau. Ou alors ce truc comme un homme à 2 têtes, représentant ses conflits de pensée. C'est encore un moment pour vous rappeler que les tableaux de Brian Charnley sont censés être des portraits, donc représenter son propre visage et sa propre personne. Chaque symbole qu'il utilise a du sens, et chacun de ces symboles, ou du moins presque, est décrit dans son journal. C'est ça qui est intéressant, le dessin, ça permet de mieux les comprendre de leur façon à eux. Passer dans sa conscience on comprend pas leur dessin parce que les symboles on n'est pas dans leur tête. Brian Charnley n'arrive plus à s'exprimer de manière cohérente dans son journal. Il tombe dans des biais étranges et son art commence à incorporer des images beaucoup plus extrêmes, avec cette fois-ci les clous enfoncés dans ses yeux et dans sa bouche. Communiquer et percevoir devient douloureux pour lui. Le 8e tableau est décrit ainsi. L'ego qui se divise comme une cellule cancéreuse quand elle se fait attaquer. Un désordre gore. Le reste du journal montre que la cohérence de l'artiste commence à s'éteindre. Il explique par exemple que la jambe de soldat romain exprime sa peur de la mafia, qui, je cite, maintient sa tyrannie en attachant une grande importance à la sainteté d'une femme. Je pense aussi que Rome a crucifié Jésus. Ouais, ça a pas vraiment de sens. Mon esprit semblait diffuser des pensées très sévèrement, et c'était au-delà de ma volonté de faire quoi que ce soit contre ça. J'ai résumé ça. J'ai cru que je l'avais déjà vu quelque part, mais non, c'est la miniature. Ayant mon cerveau comme une énorme bouche agissant indépendamment de moi. Il se sent incapable de communiquer socialement, ce qui fait de lui, selon ses dires, une cible. Justifiant le clou dans la cible située sur sa bouche, sa santé se dégrade. Et il exprime ça avec encore plus d'imagerie gore et extrême. Il est en train de s'effacer. La maladie prend du terrain au fur et à mesure que sa médication se réduit. L'image de la bouche à la place du cerveau se poursuit dans le tableau suivant. Les cernes sont beaucoup plus marquées et on voit des sortes d'ondes provenant de fenêtres, donc de l'extérieur, semblant interférer avec lui. Il explique dans le journal que son état s'aggrave encore, que ses pensées ne sont plus contrôlables et qu'il est en train de se reclure de tout contact social, notamment car il est persuadé que les gens à la radio et la télévision se moquent de lui et rient de lui. Sa descente aux enfers devient de plus en plus évidente. Les gens le calculent pas, mais tout se passe dans leur tête, tu vois. Ils sont persuadés, tu vas leur dire, ils sont persuadés. Et ça va pas s'arrêter. Ils ont apprécié chaque bouchée savoureuse. Pourquoi 2 œufs ? Car c'était pareil hier. Bref, je me sens suicidaire, donc j'ai peint les corbeaux de Van Gogh de son dernier tableau, d'un champ de blé. Avec tout ça en plus, ces images de ces oiseaux comme des signes avant-coureurs d'une envie suicidaire, ses bouches et ses cornes représentent les hallucinations qui le dévorent. Ce tableau est sinistre. Le 14e tableau est une sorte de persistance dans sa bizarrerie. Il semble montrer que sa santé mentale semble définitivement s'être estompée. Il sent que quelque chose ou quelqu'un veut s'introduire dans son esprit et ses descriptions journalistiques sont presque absentes. Au sein de sa tête, on voit un gigantesque cerveau consumé par 2 bouches et des bougies ou cigarettes qui lentement le détruisent. Le 15e tableau, lui, est extrêmement important. Pourquoi est-il important ? Pour une raison qui deviendra plus claire après. D'abord, il le décrit ainsi. Une image extrêmement compliquée, car je sens que j'arrive enfin à l'image essentielle de ma schizophrénie. Il note d'abord que ce proto-visage est transparent. On l'avait déjà vu avant, mais le fait de se sentir transparent et de voir les organes en transparence avec le corps, c'est le sentiment que les gens peuvent voir à l'intérieur de soi-même. Et que nous, en soi, on est aveugle parce qu'on ne peut pas voir à travers les autres.
C'est une forme de paranoïa forte. Ensuite, on peut voir ce petit personnage avec une main aux commandes du reste. Il est en détresse, complètement perdu, et il est affolé face à cette machine ne marchant pas, qu'il n'arrive absolument pas à contrôler. Cette bête rouge représente sa colère qui est muselée et qui reste donc incapable d'être manifestée. Les cils des yeux sont relevés et amènent à des bouches représentant les hallucinations, mangeant lentement les seuls liens aux yeux. Pourquoi est-ce que ce tableau est important ? Parce que c'est le dernier que Brian Charnley a décrit dans son journal. Mais c'est pas le dernier qu'il a réalisé dans sa série d'autoportraits. Il en reste deux. Deux des tableaux les plus terrifiants que je connaisse, quand on connaît le contexte derrière. Le premier est confus. On peut voir écrit absolument partout « ennemi », comme si tout était une menace contre lui. Le mot « espoir » est écrit dans une couleur qui se fond avec le reste, comme si l'espoir disparaissait. Au centre, on voit une phrase de Bob Dylan disant « Les cartes que je tiens ne sont pas bonnes, sauf si elles viennent d'un autre monde ». On voit ses médicaments être marqués d'une croix, son ego et son esprit est complètement brisé. Le 19 juillet 1991, Brian Charnley fera son tableau le plus terrifiant. Le dernier de la série d'autoportraits. Et j'insiste encore une fois sur autoportrait. On s'attendait pas à ça. Hein. On ne saura jamais si ce tableau était une représentation que Brian Charnley considérait juste de sa maladie et complète. On ne sait pas si c'est une explication claire de l'état qu'il avait sur le moment. On ne le saura jamais car ce tableau a été retrouvé sur son chevalet, avec à ses côtés le cadavre de Brian Charnley, qui avait ôté sa vie à cause du conflit extrême qui se jouait au sein de sa tête. Il est en ce sens le dernier monceau de sa santé mentale, qui venait à l'instant de partir. En tout cas, sujet étrange. Hein. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude de traiter ou de trucs comme ça. Ils sont fous que dans notre esprit, mais dans leur esprit, ils ne sont pas fous. C'est nous les fous. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on se croit tous fous, les uns après les autres. C'est un cercle vicieux qu'on vit. Voilà, c'est sur ce message qu'on va se laisser. Et du coup, rendez-vous demain ou après-demain pour la fin de la vidéo. Et voilà, peut-être un peu plus en forme, parce que là, je commence à raconter que des conneries. Ciao !